Boa tarde a todas e todos. É uma honra receber vocês aqui, é uma honra ver esse auditório completamente cheio. Acho que é a vocação desse lugar, a vocação desse projeto que agora está se iniciando, a vocação desse lugar que vai realizar tantas coisas importantes para a cultura brasileira. É um evento que é um presente da cidade de Matarazzo e do Roosevelt de São Paulo para a cidade de São Paulo, um presente e um exemplo do que vai acontecer muito por aqui. Um evento aberto, gratuito, com aderência na cidade, com representatividade, que dialoga com a comunidade criativa de São Paulo. Nós estamos muito felizes de poder receber dois gigantes da arquitetura mundial, Jean Nouvel, Philippe Starck. Tivemos um imprevisto com o Rudy Ricciotti, que não vai conseguir participar por causa do voo, ele perdeu o avião. E teremos uma substituição. Ele será substituído pelo nosso fundador, o criador, a pessoa que idealizou todo esse projeto, que é o Alex Alard. E é muito legal a participação do Alex nessa mesa, porque eu tenho certeza que ele está se sentindo muito emocionado. Ele está vivendo um momento muito especial da vida dele, porque são anos e anos lutando contra todos os tipos de desafios, de burocracias, de dificuldades que existem. Vocês sabem muito bem, vocês são dessa área, para se empreender, para se construir coisas bonitas, coisas belas, diante da dificuldade da preservação do patrimônio, da dificuldade da relação com os meios institucionais. Então, eu tenho certeza que a participação dele também vai ser uma maneira de demonstrar essa emoção de tudo isso que está acontecendo aqui nesse momento. A gente tem um apoio maravilhoso da Faculdade de Arquitetura do Mackenzie, da Faculdade de Arquitetura da USP, da Escola da Cidade, do IAB, do Arquifuturo. São parcerias muito gratas para nós. A gente ficou muito feliz de poder realizar esse evento com vocês. A gente tem aqui nesse ambiente, o Cidade de Matarazzo, que é um complexo de 27 mil metros quadrados, e que se estende para a Avenida Paulista, para o Parque Trianon, para o Parque Mário Covas, para a Praça Alexandre de Gusmão, que acabaram de ser concedidos, talvez o maior complexo cultural privado da América Latina, um dos maiores complexos culturais do mundo. E esse complexo tem uma potência, tem uma importância agora, e quando ele for inaugurado em sua plenitude, que vai ser no meio do ano que vem, que dialoga muito com as dificuldades e os desafios que nós estamos vivendo hoje no Brasil. O Cidade de Matarazzo, ele está baseado em dois pilares muito fortes: a cultura, a diversidade cultural e o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável. Como é simbólico isso estar acontecendo no Brasil de hoje, onde a cultura e o meio ambiente estão sendo tão atacados. Como é simbólico isso, e eu peço uma salva de palmas para Alex Alard e toda a equipe que está desenvolvendo esse projeto. Agora, sem nos alongarmos muito, eu gostaria de chamar aqui a nossa mediadora, Caterine Otondo, presidente do CAL, que vai conduzir o debate de hoje. Por favor. Oi, gente, tudo bem? Bacana todo mundo aqui hoje, nesse momento. Como a Lê falou, acho que esse ano tudo que a gente fizer juntos terá um significado muito grande, né? E ter aqui o Jean Nouvel, o Philippe Starck, para conversar com a gente sobre arquitetura, sobre a cidade, sobre a natureza, é um presente que o Alex Alard está dando para nós, para a cidade e para os estudantes. E acho que é para eles que eu queria falar nesse comecinho, antes de começar a mediação, que esses momentos, assim, quando a gente vê esses arquitetos, eu lembro quando eu estava começando a estudar também, eu vi uma palestra do Jean Nouvel, são momentos muito especiais, porque eles, de um lado, a gente fica falando, nossa,
mas é tão grande, são tantas obras, a gente nunca vai chegar lá, né? Mas, por outro, são momentos onde os nossos horizontes eles são alargados, onde a gente vê que aquilo que a gente escolheu fazer, que é a arquitetura, que é o desenho das nossas cidades, que é cuidar das pessoas, que é isso que os arquitetos e urbanistas fazem, são alargados pela experiência dessas pessoas, do Jean Nouvel e do Philippe Starck. Então, eu acho que eu gostaria de desejar para vocês hoje uma tarde onde a gente possa aspirar melhores horizontes e se inspirar para poder continuar estudando e trabalhando e fazer das nossas cidades lugares justos, bonitos e bem equilibrados. Tá bem? Então, eu vou chamar aqui, eu vou ler protocolarmente a biografia desses dois gigantes, mas que vocês já conhecem. Eu vou pegar o óculos, porque faz necessário. Bom, Jean Nouvel é francês, ele venceu o Pritzker Prize em 2008. O Pritzker Prize, para quem não sabe, é uma das maiores honrarias que um arquiteto pode receber como prêmio internacional. Ele é reconhecido por sua diversidade criativa e sensibilidade urbanista, qualidades que podem ser vistas em projetos emblemáticos mundo afora, como o Instituto do Mundo Árabe em Paris, o edifício Dentsu em Tóquio e a Torre Akbar. Nós aqui em São Paulo, para quem dá aula nas universidades, a gente estuda muito, eu falei para o Jean Nouvel isso, o projeto de habitação social na Mesus, né, que ele ficou contando quais foram os desafios dele para provar para as entidades do Estado como é possível fazer habitação social com criatividade, mantendo o orçamento e mantendo todas as qualidades de uma habitação digna. Philippe Starck é um incansável e rebelde cidadão do mundo. Tem como missão pessoal advogar pela subversiva visão de um planeta mais justo, criando espaços e objetos com o propósito de serem bons, antes de serem belos. Aclamado internacionalmente, Starck é responsável pela direção artística e pelo design de interiores do Rosewood, aqui em São Paulo, nesse hotel, seguindo finalmente e fielmente os conceitos de que 100% dos materiais utilizados são do nosso país. Então, eu gostaria de chamá-los aqui para se juntar a nós e chamar também aquele que inventou, aquele que pensou tudo isso, né? O Alexandre Alat. É uma figura que, para quem conhece, sabe que é uma figura incansável, muito divertida e muito criativa. Acho que todo arquiteto, quando encontra alguém que tem uma visão de futuro, não um visionário, mas um projeto de futuro, é sempre um encontro muito feliz. E eu estou muito feliz dele estar compondo essa banca. Eu acho que vai ser uma conversa bem animada. Acho que na cadeira de... A gente vai fazer, então, a conversa em francês. E acho que está na cadeira as instruções dos canais. Né, Filipa? Tá bom. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar de alguns assuntos. A gente não vai falar de um projeto específico, né, mas a gente vai falar de conceitos, de ideias de arquitetura, que eu acho que vai animar mais os nossos convidados e também vai ajudar os nossos estudantes a entender que a arquitetura não é uma forma de conhecimento específica, mas é um jeito de ver a vida e o mundo. On va commencer alors pour parler de la mémoire d'une ville. Alors, je voulais vous demander, pour vous, qu'est-ce que c'est la mémoire? Où elle habite? Qu'est-ce que c'est la mémoire d'une ville? Est-ce qu'elle est dans les bâtiments, dans les objets, dans les gens, dans la nourriture, dans leurs fêtes?
São Paulo, c'est une ville qui s'était construite il y a 466 ans, 4 fois sur elle-même. Au début, c'était une ville en taipa, et après la brique, après le béton, et maintenant le verre. Donc la mémoire, pour nous, elle est quelque chose de très complexe à discuter. Je voulais savoir, vous demander, où est la mémoire pour vous dans une ville et dans votre ville? Vous voulez commencer? Je peux essayer. La mémoire d'une ville, c'est pour moi ce qu'elle sait, ce qu'elle génère, en fait, ce qu'elle a su générer à un moment. Et qui a pu générer, à travers les générations, des références, et qui a pu aussi créer des destinations. Une mémoire, c'est automatiquement quelque chose qui est lié à un choc intellectuel ou un choc affectif. Et c'est donc une piste qui est ouverte par rapport à un grand ancêtre qui était comme ça et qui avait toutes ces qualités-là. Et elles sont héréditaires ou elles ne le sont pas. Et la famille ensuite, tous ceux qui ont hérité, continuent. Et une ville, donc, c'est une histoire. Et la mémoire, c'est effectivement la force souvent de cette histoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer sans mémoire. Donc c'est à partir de cette mémoire-là que se génère quelque chose. C'est à partir de là que, effectivement, la ville peut continuer et peut avoir des ambitions peut-être continues aussi. Écoutez, moi je ne suis pas urbaniste, donc je ne suis pas aussi savant que Jean, mais... Je ne suis pas urbaniste. Je suis architecte. Moi, j'aime les bien urbanistes devraient être architectes aussi. Ouais. J'aime bien travailler dans l'idée de la racine carrée, c'est-à-dire d'aller au centre de la chose. Et je crois qu'il y a plusieurs types de mémoire de ville, mais je vais en prendre une au hasard, qui me fait toujours un peu rêver. Je l'ai beaucoup vue, cette mémoire. Alors, c'est des gens. C'est des gens et ils ont un problème parce que, par exemple, chez eux, il n'y a plus rien à manger. Il va falloir qu'ils partent ailleurs pour trouver à manger. Ou alors il y a une guerre, des envahisseurs. Il faut qu'ils fuient les envahisseurs. Et donc, on va voir des longues colonnes de gens qui vont marcher. C'est des gens qui fuient, des gens qui cherchent un endroit plus hospitalier. Et il y a des enfants, il y a des vieillards, c'est les premiers qui meurent en général, mais à un moment, surtout, ils sont fatigués. Et il faut s'arrêter. Alors pour s'arrêter, on ne peut pas s'arrêter n'importe où. Parce que où on cherche de la nourriture, où on cherche à se protéger. Et donc là va commencer l'ADN de la ville. C'est qu'il va falloir trouver un endroit où il y a de l'eau, un fleuve qui passe. Puis trouver un endroit un petit peu haut, voir si l'ennemi arrive, un endroit où il y a de la forêt pour pouvoir faire un feu, pour pouvoir trouver du gibier, quelque chose à manger. Et là, quand tout le monde est à peu près d'accord, c'est une sensation animale, là on s'arrête. On s'arrête pour se reposer. La nuit arrive, il fait froid, donc certains ont été chercher du bois et on fait un feu. Et là, on s'assoit autour du feu. Il y a le premier rang qui s'assoit autour du feu. Ceux qui ont le plus froid ou les chefs, je ne sais pas. Puis après, il y a un deuxième rang. Puis après, il y a un troisième rang, un quatrième rang. Puis là, il y a d'autres gens qui fuient, peut-être pour les mêmes raisons, un autre groupe. Et là, ils voient un feu. Ils disent, tiens, il y a de la chaleur. Donc ils arrivent. Ils voient que ce ne sont pas des ennemis. Et là, ils s'arrêtent. Ils vont s'asseoir autour du feu. Et c'est encore un autre rang. Puis d'autres gens vont arriver. Puis là, on va s'apercevoir qu'en effet, ces gens ne s'étaient pas trompés. L'endroit est juste et la ville va se créer. Et c'est évidemment le modèle d'une ville concentrique
Il y en a des linéaires pour d'autres raisons, il y en a en carrefour pour d'autres raisons. Je ne suis pas spécialiste, mais j'aime beaucoup l'image de la ville concentrique parce que toujours, il faut se rappeler qu'une ville naît autour d'un feu. Ce feu peut être un vrai feu, souvent être un vrai feu, mais aussi c'est le feu de la vie, le feu de l'amour, le feu de la protection de la vie. Protéger les enfants, protéger les femmes, protéger les vieux. Et c'est comme ça que ça naît. Une ville, c'est avant tout des humains qui essayent de survivre, qui essayent de mieux vivre et qui vont se mettre en groupe naturellement autour du feu. Et donc cet ADN est extraordinairement puissant. Cette structure qui est extrêmement simple est extrêmement puissante et vous pouvez toujours la retrouver. Et ça, quand vous parlez de mémoire d'une ville, eh bien, avant tout ce que l'on voit d'une ville, c'est ce premier moment qui est le pourquoi on va s'arrêter là. Monsieur Stark, vous venez de donner une des meilleures leçons d'urbanisme que j'ai jamais entendues dans ma vie. Félicitations, c'est très beau. On peut dessiner tout ça, c'est très joli. Mais alors qu'on vous avez parlé de la fonction d'une ville, sa raison d'être. Et je voulais savoir, quand vous arrivez dans une ville, dans un autre endroit que vous ne connaissez pas, comment est-ce que vous trouvez cette raison d'être ? Il y a une phrase d'un historien italien, Salvatore Sartori, qui dit qu'une ville peut mourir de 3 façons. Soit par la guerre, soit par une maladie, ou pour la perte de sa raison sociale, du feu, non ? De ressources. Et là, en ce moment-là, la planète, elle vit beaucoup de guerres différentes, complexes, non ? De différentes sources. Pour vous, comment est-ce que vous cherchez dans vos projets ce lien entre votre projet et la ville, et cette ressource primaire, par exemple en arrivant ici à São Paulo, soit en Chine, soit en Afrique? L'architecture est toujours située. Donc elle est toujours a priori, dans quelque chose qui a commencé, par rapport à ta théorie en tous les cas. Donc je pense qu'à chaque fois, l'architecture se définit et s'invente et se désire par rapport à un lieu. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de perdre actuellement, c'est-à-dire que les caractéristiques qui faisaient que les villes étaient liées à une notion écologique fondamentale pour moi, c'est-à-dire qu'il faut d'abord faire avec ce qui est là, et il faut faire ici ce qu'on ne peut pas faire ailleurs. Donc pour moi, c'est à chaque fois de ce point de départ-là qui est de nature à constituer la ville et à la caractériser de plus en plus. Alors qu'actuellement, on est dans une mondialisation urbaine qui est un clonage général et qui est une annulation générale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de relation avec les racines, on ne se souvient plus du premier feu, et tout le monde fait la même chose. La globalisation, la mondialisation, c'est un énorme problème. C'est pas que je sois anti-mondialiste mais je suis un peu comme Edgar Morin. Je crois que la mondialisation, à partir du moment où elle touche à l'immatériel, où elle touche à la communication, où elle touche à cette caractère tellement positif de pouvoir parler à n'importe qui sur la planète et à développer tous les liens, c'est formidable. À partir du moment où la mondialisation devient l'inverse, c'est-à-dire où on se promène partout, où on trouve partout les mêmes choses, partout les mêmes produits, et qu'on se fout comme de l'an 40 de tout ce qui est autour et de ce qui est là, ce n'est plus le cas. Bon, donc il faut à chaque fois qu'une ville continue à se servir de ce qu'elle a fabriqué et de ce qui est là. Et il faut qu'elle accentue ces différences et il faut qu'elle se serve de tous ces avantages. Et c'est dans cette différenciation-là que naît le plaisir de la rencontre, que naît la destination, que naît le mythe, que naît aussi des façons de faire qui appartiennent à ce lieu, toujours à ce lieu. Ça, c'est la théorie. Très beau. Alex, vous avez grandi en Afrique.
pour vous, le lieu et cette chance de pouvoir vivre en Europe et en Afrique, qu'est-ce que ça a contribué par cette façon que vous avez, je dirais, l'inspiration d'arriver dans une ville comme São Paulo, qui n'est pas votre ville, et d'arriver à voir des choses que peut-être on savait qu'elles existaient, mais on ne savait pas la mettre comme un projet comme celui-là. Écoutez, dans nos équipes ici, on a une phrase qu'on utilise toujours, qui sont les racines du futur. C'est-à-dire qu'on est incapable de construire un produit, un lieu, ou de le projeter si on n'a pas d'abord fait un travail énorme d'études, d'analyse, pour comprendre l'origine du lieu, ce qu'il veut dire pour la population, mais le plus important, l'énergie qu'il transporte. Et ça, c'est le plus grand travail, c'est le travail le plus complexe. Ici, par exemple, on a mis 7 ou 8 ans pour comprendre l'énergie du lieu. Et je crois que dans un travail architectural, un travail de penser une ville, la connexion à la mémoire, c'est ça, c'est aller rechercher le plus profondément possible les racines d'un lieu. Et si je pense à São Paulo, les racines du lieu, c'est la forêt avant même que les peuples indigènes n'arrivent. C'est ensuite ces couches de tribus indigènes qui sont venues là. Et pourquoi elles sont venues là? C'est très important. C'est parce que ici, sous la Paulista, qui était un grand lieu sacré, il y a une énorme roche, il y a une force tellurique ici très puissante qui explique pourquoi, depuis la Paulista, on a trouvé des chemins qui datent de milliers d'années et qui vont jusqu'à Cusco, qui vont jusqu'en Argentine. À partir du moment où vous commencez à comprendre ça, vous comprenez l'importance que prend quelque œuvre architecturale que vous cherchez à développer ici. Elle va contempler cette énergie originelle. Et après, quand les jésuites sont arrivés ici, ils ont cherché où installer, en n'utilisant absolument pas la géographie, mais la géomancie, l'endroit où ils devaient faire la base de São Paulo, et au lieu de s'installer en bas, au bord de la rivière Tietê, là où c'était plus facile, là où il y avait les bateaux, pourquoi ils ont cherché à aller se mettre en haut? Et donc toutes ces forces-là telluriques qui opèrent ici, elles sont à l'origine de cette ville et elles sont des dynamiques du passé qui sont aussi celles qui vont nous projeter dans le futur. Donc le devoir, le travail de la mémoire, il s'inscrit dans beaucoup plus loin que les épaisseurs même humaines. Pourquoi les hommes sont-ils arrivés là? Comment se sont-ils agrégés? Quels sont les drames qui se sont passés ici? Puisque São Paulo, c'est comme un lieu de drame humain, d'aventures incroyables, d'espoir, mais aussi de beaucoup de drames. Et comment tout ça s'est succédé jusqu'à ce qu'à un moment, il y a un gars qui dise en 1870, tiens, on va faire la plus belle avenue, là, qui s'appelle la Paulista, où tous les barons du café ont commencé à installer leur maison. Et après ça, cette avenue s'est développée. Et puis dans les années 50, on a commencé à voir les premiers grands immeubles, etc. Et toute cette dynamique-là, en réalité, elle n'est que le produit d'une énergie originelle qui remonte à des milliers et des milliers d'années. Et donc, effectivement, le travail qu'il faut faire pour pouvoir créer un lieu capable de projeter une ville dans l'avenir, la grande phrase, c'est « le futur est ancestral » ou « futuro est ancestral », nécessite un travail de catharsis, de descente très profonde. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille ici avec des génies comme Philippe ou Jean, parce qu'ils ont la capacité de descendre aussi profond que ça pour construire une œuvre qui va projeter à la hauteur de l'histoire du lieu. Voilà. Pour vous, Philippe, arriver ici et pouvoir faire tous ces projets que j'ai bien compris avec les choses, comme Jean a dit, qui étaient déjà là. Peut-être des matériaux que vous ne connaissez pas, leur plasticité ou leur... Alors, je vais vous répondre d'abord en remontant un peu plus haut, à une généralité, on va dire. Hélas, on voyage beaucoup.
Et souvent, presque tout le temps, dès qu'on arrive dans un pays, dans une ville, les journalistes disent « Alors, que pensez-vous de notre ville ?» Alors, je leur réponds toujours la même chose, que j'en ai un petit peu rien à faire de leur ville. Parce que moi, je ne suis pas très intéressé par le bois, par la pierre, par l'aluminium. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la chair. C'est la chair, c'est les gens. Moi, je ne crois pas que ça soit la construction qui fasse une ville, c'est l'empilement des gens, l'empilement de leur énergie, l'empilement de leur vie, de leur souffrance, dépendant de la ville, les milliers, les centaines de milliers, les millions, peut-être les milliards de gens qui ont imprimé la ville. Et c'est vraiment seulement la seule chose qui m'intéresse. Donc ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. J'ai jamais ouvert un livre pour savoir comment était une ville. J'ai jamais essayé de me renseigner pour savoir, comme lui, qui aime beaucoup tout ça, les origines de Sao Paulo. Mais je vais vous citer un exemple que, hélas, j'ai plus le temps de faire maintenant, mais quand j'étais un peu plus jeune, je travaillais beaucoup au Japon. Et quand je suis arrivé au Japon, tous les soirs, je sortais dans la rue et je faisais deux choses. La première, c'est que j'ouvrais toutes les portes. Toutes les portes que je trouvais dans la rue, je les ouvrais. Puis après, je montais dans les immeubles et toutes les portes que je trouvais ouvertes, je les ouvrais. Et ça, je l'ai fait dans le monde entier. Mais je me rappelle en particulier de Tokyo parce que là, par contre, en revenant, je prenais des poubelles. Je prenais les poubelles dans la rue et je remontais les poubelles dans ma chambre et je sortais tout ce qu'il y avait des poubelles. Ben, je vais vous dire, quand vous avez ouvert toutes les portes et quand vous avez sorti les poubelles des gens, vous les connaissez. Et vous les connaissez tellement bien que pendant des années, et ça continue, je continue à savoir toujours ce qui va se passer dans une ville. Alors ici, ben, je vais vous dire la même chose. Ce qui m'intéresse, c'est vous. C'est vous. Parce que, évidemment et heureusement, vous n'avez pas les spécificités d'un Chinois ou d'un Russe ou d'un Américain. Vous êtes totalement spéciaux. Vous avez des différences extraordinaires, comme tout le monde. Et heureusement, vous avez des différences, des paramètres, on pourrait dire, pour parler plus durement, que je partage avec vous. Je partage certaines valeurs. Et les valeurs, elles sont très très simples. Vous êtes des gens passionnés, vous êtes des gens excessifs, vous êtes des gens amoureux, vous êtes des gens créatifs. Ben, moi, ça me suffit. Pourquoi j'irai chercher plus loin ? On peut déjà s'entendre, on peut déjà parler et on peut déjà construire. Donc, moi, je n'ai pas besoin de beaucoup. Simplement, il faut que je ressente la vibration que vous émettez. Et c'est toujours assez clair et on ne se trompe jamais. Très, très bien. Très bien. Donc, on parle maintenant, comme vous avez parlé de la nature et des lieux où on vit. Aujourd'hui, surtout dans ce pays-là, notre pays Brésil, on a une question très forte à propos du manque d'un projet sur notre patrimoine naturel. Mais nous sommes des êtres urbains. On ne peut plus vivre dans la nature, survivre dans la nature. On ne sait plus monter sur les arbres, on ne sait plus chasser. Donc, pour survivre, on a besoin de nos villes. D'un autre côté, par exemple, l'État de São Paulo, je faisais des comptes l'autre jour, seulement 4% de l'État est occupé par des villes. Le reste, c'est des terres libres, soit utilisées pour l'agriculture, soit des terres abandonnées, soit les forêts et les rivières qui sont restées. Mais j'ai fait ma recherche un peu plus longue, j'ai vu qu'aux États-Unis, aussi, seulement 3% du pays est occupé par des villes. Et plus de 50% dans le monde entier, des gens habitent dans les villes. Donc c'est assez effrayant quand même, ça fait un peu peur parce que 4% du territoire a besoin
de ressources de 96% du reste. Donc je pense que maintenant, une question qui est très intéressante pour l'architecture, pour le design, c'est penser comment est-ce qu'on peut amener la nature qu'il a dans les villes, vivre avec les ressources naturelles, les forêts, l'eau, l'air, qui reviennent dans les villes d'une façon systématique et structurelle, pas comme quelque chose qui vient comme décoration après, mais comme un projet. Et je pense que le bâtiment que Jean a fait ici, derrière, c'est un exemple de ça. Le projet, il vient aussi avec une structure de la nature. Et je voulais qu'on parle un peu de ça, parce qu'on parle beaucoup de sustainability, je ne sais pas comment dire en français. C'est un mot que je n'aime pas beaucoup. Je pense que c'est un... Ça se comprend très bien en français. C'est très bien. Ouais. Mais c'est un mot qui, je pense, qui prétend donner une qualité à l'architecture qui n'est pas vraie. Elle me semble assez fausse, parce qu'elle vient après que le projet est prêt ou que l'objet est fait. Et nous, les architectes, les gens de la création, on pense tout ensemble. On ne peut pas, après que la chose est prête, mettre un arbre dessous ou mettre de l'eau ou mettre un matériel qui fait que ça devienne un produit naturel. Donc je voulais qu'on parle un peu de ça, de la nature et des villes. Et que comme l'architecture peut construire ce projet de futur où les deux choses sont en équilibre. Oui, là, il y a beaucoup de questions. Des questions qui sont liées aussi au temps, qui sont liées à l'histoire. Parce que même s'il y a 3% de villes, tout le monde s'est mis dans ces villes en même temps et ça a foutu un bordel total. Bon, et finalement, quand même, à chaque fois, un individu, par rapport à sa culture, se met en relation avec les problèmes de son époque. Et finalement, ce qu'un architecte doit faire, de toute façon, tout le temps, c'est donner. On est là pour donner. On est là pour aimer les gens qui sont là, pour aimer le lieu, pour aimer notre pays, pour aimer la terre, pour aimer tout ça. Bon, ça fait beaucoup de choses pour un homme, quand même, ceux qui seraient architectes. Bon. Mais on est quand même là pour ça. Donc à chaque fois, on a des réponses et des diagnostics qui sont tout à fait situés. Je ne crois qu'aux choses situées. Bon, situées dans le temps, situées dans le lieu, situées dans la pensée. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous, petits microbes, on va pouvoir injecter pour créer des virus qui font encore plus de mal ou encore plus de bien et qui vont finalement changer tout ça. Donc c'est une question hautement stratégique. Je crois que l'architecture est une question stratégique et sensitive à la fois. Donc il faut essayer de faire du sens et du sensible. C'est une vieille histoire, mais c'est quand même le cœur du sujet. Donc il faut bien situer le moment où on est, en être conscient. Il faut savoir de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et il faut créer aussi des choses qui amènent du sens, autrement dit, qui sont symboliques à ce moment, qui sont un appel finalement, qui sont une façon de faire, qui, si elle est extrapolée, peut amener des choses importantes. Alors si on revient à Sao Paulo, si on revient à la tour en question, bon, moi j'ai dit que là, dans ce cas-là, on peut essayer de montrer, même si c'est une tour pour des gens qui ont de l'argent, que l'architecture c'est pas uniquement lié à l'argent, mais que finalement ici à Sao Paulo, avec la végétation qu'il y a, avec le climat qu'il y a, avec l'énergie naturelle qu'il y a, il faudrait s'en servir, même si on a été dans l'urgence et dans la panique sociale et si on a fait des tas de bâtiments absolument peu regardable et peu vivable, il faut en sortir. Il faut montrer comment on peut en sortir. Et on peut en sortir très bien. L'architecture, c'est pas uniquement une question d'argent, et c'est même pas une question d'argent. C'est uniquement la façon de se servir de certains matériaux et de certains espaces. Et moins il y a d'argent, plus les matériaux seront pauvres, plus les techniques seront connues, plus elles seront pratiquées. Mais c'est absolument pas le matériau par rapport à son prix, c'est pas quelque chose qui est automatiquement une création qui prendrait de la valeur
par des notions qui sont spéculatives ou qui sont ça. Il n'y aura pas de plus-value spéculative à une architecture. L'architecture, elle est en soi quelque chose. Donc moi, je suis pour qu'il y ait surtout la plus grande liberté pour s'exprimer par l'espace et par nos programmes. Je crois que ce qui est très important aujourd'hui, c'est de sortir de toutes les normes, que les villes fabriquent leurs propres règles, leurs propres règles de quantité, de surface, de positionnement par rapport à des savoirs ancestraux qui sont liés au climat, qui sont liés à une façon de se poser, qui sont liés à des tas de choses qu'on sait déjà et qui, elles, peuvent être interdites parce que c'est de la bêtise que de les faire. On le sait automatiquement. Donc il faut à chaque fois qu'il y ait cette relation au possible, cette relation à ce que nous sommes, cette relation à ce qu'on peut semer et cette relation à ce qu'on peut donner. Oui, non, ça c'est très important, surtout ici au Brésil, parce que on n'a pas une traduction de l'architecture pour tout le monde. Ici, l'architecture est un peu invisible. Donc, quand vous venez ici et vous dites que l'architecture n'est pas une question d'argent, pour nous, c'est presque un soulagement, parce que c'est quelque chose qu'on dit et les gens n'y croient pas. Donc c'est très touchant et important quand vous dites ça, parce que ce qu'on croit comme architecte, urbaniste ici, c'est que l'architecture, elle est faite pour tout le monde. Et c'est pas quelque chose qu'on fait dans un petit groupe. Elle sert à rien comme ça. Elle n'a pas sa proposition extrême quand elle est restrite à des petits groupes. C'est pas le prix qui fait la différence, ce sont les règles et les interdictions. Hein, c'est là que ça se situe. Si on est libre déjà, tout ça ira beaucoup mieux. Évidemment, la liberté est liée à une organisation, donc il y a des règles qui sont automatiques parce qu'elles sont vitales, mais en dehors de ça, ça ne devrait pas exister. Et c'est beaucoup plus important que l'argent. Ouais. Pour une ville comme Sao Paulo en particulier. Oui, c'est vrai. Philippe, vous voulez parler un peu de ça, des ressources ? Très peu, parce que moi je ne suis pas un homme des villes, je ne suis pas du tout urbain, je suis un homme de la nature, je vis au milieu de la forêt, je vis au milieu des dunes, au milieu de la boue, au milieu de la mer. Je n'ai jamais été dans une ville de ma vie et je ne vous cache pas que ça ne m'intéresse pas. J'ai jamais été au théâtre, j'ai jamais été voir une exposition. Je suis pas curieux. Moi, j'ai une maladie mentale qui s'appelle la créativité exagérée. Et pour ça, j'ai besoin de vide. Je ne peux pas vivre dans un lieu qui a déjà été pré-mâché, préfabriqué par d'autres. Moi, il faut que tous les matins, je suis tout nu devant ma table et il faut que je voie un vide riche. Autrement dit, ça s'appelle la nature. En général, chez moi, ce vide riche, c'est la mer. Tous les matins, je suis en face de la mer. Et là, grâce à cette remise à zéro des compteurs, je vais pouvoir dessiner une station spatiale. Mais si j'étais en ville, peut-être que je ne serais pas capable de dessiner une station spatiale avec des solutions réellement nouvelles. Mais je vais répondre plus précisément à propos du rapport. Il y a quelque chose qui je viens de réaliser en vous écoutant qu'en fait, je ne parle évidemment pas du très très beau building immeuble de Jean, qui est un immeuble avant tout symbolique, et surtout une symbolique issue de la vision de Alexandre, qui est hypnotisé par la puissance de la forêt. Donc il a voulu amener un morceau de forêt. Et ça, c'est formidable. Mais je ne vois pas trop l'intérêt d'essayer de verdir les 3% de la ville. Je pense qu'il est plutôt très, très, très urgent de protéger le vert des 93%.
Parce que si on continue à utiliser la nature pour construire la ville, eh bien, la ville ne pourra plus vivre parce qu'il n'y aura plus de nature. Donc je pense qu'il faut faire très attention. Je suis évidemment, pour des raisons écologiques, très passionné par la construction en bois, par exemple, que je fais aussi. Mais est-ce juste d'aller tuer de la vie, des arbres, pour faire des cadavres? Parce qu'un immeuble en bois, c'est un cadavre de la vie. Donc on peut quand même se poser des questions. Toutes les toits végétalisés, c'est gentil, mais on va dire quand même que c'est seulement de la communication, de la prise de conscience. C'est très bien que ça existe, mais que ça soit bien clair, ça ne sert à rien. Moi, je préférerais qu'on se focalise sur protéger la nature. Un jour, j'étais en avion, je dormais, je me suis réveillé, j'ai regardé par le hublot, et là, j'ai vu quelque chose de sidérant dont je ne pouvais même pas me rendre compte. La déforestation de l'Amazonie. Je ne pouvais même pas imaginer que l'homme puisse détruire la nature dans des quantités aussi extraordinaires. Et là, on a peur. Et là, on se dit quand même, l'urgence, c'est de protéger le poumon, de protéger le reste. Puis, c'est tellement différent. Pourquoi essayer de rendre une ville naturelle? C'est pas son métier. C'est pas son métier. Pourquoi essayer d'utiliser des matières naturelles? C'est pas sa structure. Moi, je pense que si on pouvait, et ça se fera, et ça se fait peut-être déjà d'ailleurs, si on pouvait imprimer en 3D et dans une matière plastique non fossile issue d'algues tous les bâtiments, je pense qu'on a une bonne solution. Laissons la ville être une ville, laissons la nature surtout vivre. En plus, il y a quand même une différence fondamentale. La ville est verticale, la nature est horizontale. Donc, si on essaye d'amener la nature dans la ville, on va voir quoi? Un lieu qui est diagonal? Je ne suis pas persuadé que ce soit très pratique à habiter. C'est une idée, c'est juste une petite image amusante. Les pentes et la montagne, c'est très bien pour tout le monde. Oui, et l'architecture oblique, c'est fantastique. J'entends, c'était une image. Je peux te le dire. Oui. Je suis absolument contre cette idée-là. Non, mais il y a beaucoup plus de plat sur la Terre. On serait tous en vertical et en horizontal. Ça, alors. Il y a beaucoup plus de plat que de vertical dans la nature. Mais je pense que ces généralités-là, la nature, elle est verticale, elle est horizontale. C'est pas... Sol, je parle du sol. Non, je ne parle pas du sol. Là. Moi, je parle du sol. D'un arbre, il est aussi vertical qu'horizontal. Enfin, la diagonale, c'est juste pour t'amuser. Bon, ça y est, je vois que le débat commence, enfin. Non, il n'y a pas de débat. On a attaqué Claude Parent, le père spirituel de Jean, et donc la vie à l'oblique, pour les architectes qui savent ce que ça veut dire. Je ne sais pas si vous connaissez Claude Parent, mais c'est quand même le grand-père spirituel de Jean, qui nous a tous beaucoup inspiré aussi. Moi, j'ai une réponse à donner parce que je suis tout à fait d'accord avec lui, et donc quelque part pas du tout d'accord avec lui et avec lui. Donc c'est intéressant. Je pense que, en fait, si vous voulez, 80% des émissions de carbone de cette planète viennent des villes. Et le corollaire de ça, c'est que 90% de nos maladies viennent des villes. Donc il y a quand même un problème. Et effectivement, je pense que c'est une illusion que d'imaginer qu'on va transformer nos villes en forêt, ou mieux que ça, que les gens des villes vont retourner à la campagne. Ce serait dévastateur. Mais par contre, je pense que le problème de nos villes, il vient d'une perte de conscience. Et que cette perte de conscience, elle vient du fait qu'on a oublié d'où on venait et où on doit être. Et donc la présence de la nature dans les villes, et on va en parler, c'est l'essence. Et donc oui, je pense qu'il faut reforester toutes les villes, qu'il faut amener le plus possible de plantes. Pourquoi? Parce que les plantes, elles doivent nous apprendre, elles doivent nous rappeler qu'on appartient à la nature. On n'est pas au-dessus de la nature. Et là, les villes du XXe siècle ont donné tendance à l'humanité à croire qu'elles étaient au-dessus de la nature. Les villes du XXe siècle, c'est une espèce de pyramide de béton qui dit à l'homme, écoutez, là-bas dehors, il y a de la nature, on va la couper autant qu'on peut pour que cette ville rapporte le maximum d'argent, mais le cœur de l'humanité, il est là, avec vous, dans les rues, en haut des tours de béton.
Cette image des années 80 de New York, de Manhattan, on sait tous aujourd'hui, c'est une erreur. D'accord ? C'est pas une erreur, c'est un crime contre notre propre humanité. Donc comment on va régler ça ? Il y a plein de manières. D'abord, il faut apprendre à régénérer. C'est un grand problème du Brésil ici, qui n'a pas les lois, qui n'a pas le dispositif juridique qui permet de régénérer. Il y a un patrimoine fantastique dans cette ville. Par exemple, vous avez le Centro. Pourquoi rien ne se passe dans le Centro ? Parce qu'on ne peut toucher à rien. Hein, entre les pompiers, le CONDEFAT, l'IFAN, enfin, tous les organismes qui existent, tout le monde s'oppose pour faire quoi que ce soit. Et la deuxième chose qui est très importante, donc c'est apprendre à régénérer. La deuxième chose, c'est, je pense que partout où on peut, il faut amener la nature. Il faut que nous, en tant que citadins, on se dise, nom de Dieu, on appartient, elle est belle cette nature, et on en fait partie. Pas on est au-dessus. Et donc la présence de la nature dans les villes, la force de la nature, elle doit nous donner cette conscience, parce que si on gagne cette conscience, effectivement, le corollaire de ça, c'est que la nature autour des villes, elle va reprendre de la force, parce qu'on va faire attention à plus la couper, on va faire attention à acheter des produits qui la protègent, on va faire attention à ramener une biodiversité à l'intérieur de la ville. Cette biodiversité, elle va nous enchanter. Regardez, dans la Tour de Jean, aujourd'hui, il y a déjà des nids, il y a des oiseaux, on vient à peine de planter les arbres. C'est un miracle. Franchement, vous êtes là, au 24e étage, vous avez un petit oiseau qui va donner à manger à des oisillons. Vous vous dites, ça c'est quand même, quelque part, c'est une utopie, mais c'est peut-être la ville de demain. Et la ville de demain, on en parlait, toi et moi, la ville de demain, c'est des fermes à l'intérieur des immeubles. C'est tous les parkings qu'on a au Matarazzo ici, ils sont faits pour être transformés en fermes. Parce que j'ai un contrat de 10 ans avec la société de parking, et dans 10 ans, il n'y aura plus de voitures. Et qu'est-ce qu'on va faire là-dedans ? On va faire des endives, on va faire des salades. Donc, on va produire dans ces parkings, avec les sciences et les progrès technologiques actuels, on va produire pour 1000, 2000 personnes. Donc, de toute façon, là, on est quand même en train de faire de la caricature. C'est-à-dire que tout dépend des situations. On ne parle qu'en règle générale. Manhattan, ça doit exister quelque part. Des villes verticales, ça doit exister quelque part. Ça ne doit pas exister partout. Il faut à chaque fois qu'on prenne en compte le moment où on est et le lieu où on est. Et effectivement, qu'on aille vivre à la ville ou à la campagne. Et effectivement, ça ne fait aucun intérêt de planter, je suis bien d'accord avec toi, des arbres à Paris, alors qu'on a les plus belles avenues plantées du monde. C'est absolument formidable, le nombre d'arbres à Paris, et on n'a pas besoin de ça. Donc, à chaque fois, il faut savoir où on est. Historiquement, on est à un moment où finalement, les métropoles commencent à ne plus marcher. Bon, où finalement, les gens se rendent compte qu'il vaut mieux être un peu plus loin, pour des raisons de prix aussi, mais aussi de vie, de qualité de vie. Il commence à revenir où il faut, et maintenant c'est chaque territoire qui doit déterminer ses propres politiques et ses propres stratégies. Et c'est à partir de là que ça peut se passer. Et ça se passera en différenciation, pas en généralisation, pas d'arbres dans la ville, des fermes urbaines. Bon, peut-être que dans des cas particuliers, si tout est pourri autour, il faut faire des fermes urbaines dans des immeubles, dans des villes. Mais sûrement ponctuellement, on ne va pas commencer à faire de l'agriculture a priori dans les villes. C'est pas, même si c'est très bien de le faire, si on a une bonne raison. Mais si on a une bonne raison, si c'est là. Et maintenant, ce qui est important, c'est de se servir aussi de tous les moyens positifs et poétiques qui arrivent. C'est-à-dire que la relation avec de la mondialisation avec la matière, donc si on parle de la mondialisation qui est celle de l'immatériel, qui est celle des ondes, qui est celle du métaverse qui arrive avec les images qui nous arrivent dans on ne sait pas où, et dont on veut faire comme par hasard des trucs de science-fiction, on ne sait pas pourquoi. Moi, ce qui m'intéresse avec le métaverse ou à la télé, ce qui m'intéresse, c'est le live, en fait. Bon, ça m'intéresse beaucoup plus que les scénarios et je ne sais pas quoi. Bon. Donc, je pense que là aussi, il y a une relation entre l'immédiateté, entre l'immatériel, entre le matériel. Ce qui est formidable maintenant, c'est de connecter un immeuble de l'Antiquité à toutes ces techniques qui font que dans ces murs-là et dans cet endroit-là, tu es dans le plus
performant des lieux possibles, dans le plus moderne des lieux possibles, qui est antique, parce qu'il n'y a pas de relation entre eux. Il est même plus fort à cause de ça, à cause de la poésie qui s'en dégage et du contraste. Donc arrêtons les généralisations. S'il vous plaît, je crois que la première chose qu'on peut essayer de faire, c'est d'être nous-mêmes, et tu as raison Philippe, c'est le plus important. Chacun a son propre potentiel et chacun a ses propres sensibilités qui lui permettent de créer, ça me paraît très important, et c'est totalement individuel, c'est totalement... Bon, et ça, c'est au service du lieu où on est, c'est au service des gens que l'on aime, et c'est pour donner, c'est pour faire en sorte que notre famille ou nos enfants se souviennent effectivement de ce qui est là, et de pourquoi c'est là, et des conneries qu'on a faites autant que de l'inverse. Donc, Patricia, il faut arrêter de nous poser des questions générales. Parce qu'aux questions générales, vous répondez des généralités. D'accord, je vais essayer. Mais d'un autre côté, par exemple, dans la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont fui des villes. Les gens sont partis habiter dans les maisons de campagne. Mais ça, c'est pas... Quand Jean Nouvel parle des règles, c'est intéressant de penser que dans les villes, il y a à peu près des règles. Mais dans le territoire, il n'y a pas encore des règles. Et on ne peut pas manger notre planète. On ne peut pas aller tous vivre à la campagne, parce que comme ça, les 96%... Il faut élaborer les lettres, c'est ça. Les règles de chaque territoire. L'élaboration des territoires, c'est un vrai travail. Ouais. Donc cette fuite à la campagne, à la nature, c'est une fausse idée de préservation, parce qu'une personne qui habite dans une maison de campagne, peut-être, elle a une consommation de carbone, comme disait Alex, 15 fois plus grande que quelqu'un qui marche jusqu'à son boulanger, jusqu'à sa vie quotidienne. Donc, je crois que maintenant, c'est un problème très intéressant pour tout le monde qui pense l'espace de la vie des gens, parce que je pense que on n'a pas un projet pour le territoire pour l'instant. On connaît les villes, on connaît ses règles ou la manque des règles, mais on ne connaît pas la nature. Quand elle est comme ça, quand on les voit comme ça, c'est une chose, mais le territoire n'est pas tout comme ça. Et on ne peut pas, tout le monde, faire une petite maison de campagne, parce que la planète est une seule. Donc, c'est ça que je voulais parler un peu de cette façon. Ce n'est pas une question de planter des tomates partout dans les villes, parce qu'on ne va pas faire ça. Mais d'un autre côté, c'est aussi de comprendre comment on peut utiliser le territoire sans penser aux villes. Il a répondu. Il a répondu. Chaque personne a sa propre nature, ses propres nécessités, son propre hasard. Et donc, chacun... Il n'y a pas de Brésilien moyen comme il n'y a pas de Français moyen. Voilà. Chacun... Oui, mais c'est la liberté, ça aussi. Hein, c'est-à-dire donc, la liberté d'agir, d'aller vivre où on veut, de considérer que la maison de campagne, elle n'est plus une maison de campagne, mais de travail et de campagne et de loisirs, que chacun s'adapte, Garder cette possibilité de l'adaptation de chacun. Et donc, on revient toujours à la même chose, éducation, intelligence, connaissance, prise de décision, autoresponsabilité et le faire. Et moi, je suis généraliste. Très bien, monsieur Stark, très bien. Bon, je continue là. Et après, on laisse. Je voulais vous demander si on peut avoir des questions. Je vais poser un dernier problème ici, un bon problème. Et après, on passe aux questions des étudiants, du public. Ça vous va? On est comme ça? Ça va? Dernière, généraliste. On est ici avec beaucoup d'étudiants qui ont fait un choix, il y a 2, 3 ans, 4 ans, de faire entrer dans une école d'architecture. Et on a beaucoup parlé
que l'architecture est quelque chose qui va hors, c'est pas un service, c'est une façon de voir le monde et de s'approcher de la façon dont les gens vivent leur vie. Et dont les gens vivent leur vie, leur choix, non? Un peu comme Philippe disait. Et est-ce que pour vous, en ce moment, quelle est la fonction, si on peut dire comme ça, si elle existe, la fonction sociale d'un architecte? Alex, quand il a eu cette vision, il a choisi des grands architectes pour donner la faisabilité, la structure physique de sa vision, non, de son projet imaginaire. Et pour vous, quelle est la fonction sociale d'un architecte? Quel est son rôle, surtout aujourd'hui? Le rôle sociétal de l'architecte? Oui, le rôle, qu'est-ce qu'on peut contribuer dans le monde comme il est aujourd'hui, avec la façon qu'on a appris de voir le monde à travers l'architecture? Quelle est notre contribution pour ce débat d'aujourd'hui? L'engagement. Il faut parler d'engagement, c'est ça. Oui. Comment les jeunes architectes doivent être enfin engagés, c'est ça, révolutionnaires. Ah, ça, c'est vous qui dites. Le rôle sociétal de l'architecte, c'est d'inventer les stratégies liées à chaque lieu par rapport à leurs usages. Et en relation donc avec la culture et pour le bonheur de ceux qui lui commandent ça. Ça c'est le rôle sociétal, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui fait ça. On voit bien actuellement que ce n'est pas les grands bureaux d'études qui feront ça, on le voit clairement, on voit bien très bien que ce n'est pas les entrepreneurs, ils veulent gagner de l'argent, ils ont raison, mais ceux qui vont se pencher sur qu'est-ce qu'il faut imaginer là, à ce moment-là, parce que c'est bon pour tout le monde et qu'ici on peut le faire et qu'ailleurs on ne peut pas le faire et qu'on va trouver exactement cette synergie qui va faire que ce lieu va être révélé par l'architecture et qui va révéler l'architecture et le lieu lui-même, bon ça, il n'y a que l'architecte qui peut faire ça. Donc s'il y a des gens qui veulent être architectes, il faut savoir que c'est ça leur problème. Leur problème à chaque fois, c'est de déterminer cette stratégie du moment et du lieu. Et ça, donc, en liaison avec une autre qualité de l'architecture, normalement, elle est mère des arts. Hein, c'est-à-dire que, normalement, c'est dans l'architecture et c'est par l'architecture que les arts arrivent dans la vie et qui restent vivants. Donc il n'est pas question qu'il fasse ça seul, il est question qu'il fasse ça en relation avec une élaboration, j'appelle ça une élaboration, qui est donc de prendre les personnes les plus impliquées, qui en ont le plus envie, qui sont dans le désir, qui sont dans la volonté aussi d'inventer ensemble, parce qu'une ville c'est aussi ça. Bon, donc c'est bien là qu'est le nœud aujourd'hui. Et en fait, si on va actuellement dans les grandes écoles, c'est l'inverse qui se passe. C'est l'inverse. C'est uniquement une série de règles moyennes. Voilà. Règles moyennes et règles générales. Donc la règle générale, c'est qu'il n'y en a pas, effectivement. Oui, mais quand vous dites règle générale, je n'ai pas très bien compris, par exemple. Donnez un exemple. C'est-à-dire ? Des règles générales. Ben, écoutez, une règle générale, c'est qu'en Europe actuellement, tous les 3 pièces feront 63 mètres carrés, n'importe où, si je parle des logements sociaux qui sont aidés, que de toute façon, que le programme est toujours le même, et que finalement on ne changera pas le programme en fonction du climat, hein, et que finalement ces terrains-là, ils sont en général situés ensemble pour des raisons de structure urbaine soi-disant, c'est le zoning. Si vous prenez ces 3 règles générales-là, ça y est, c'est mort. C'est complètement mort. Et vous allez faire le même bâtiment à Marseille et à Calais. Si on reste français. Moi, j'ai l'impression que la société est un organisme vivant. Et comme tout organisme vivant, il a des nécessités, des émotions, et que l'architecture est un des fournisseurs de cette société pour ses différents besoins.
Puis, dans l'architecture, il y a des gens qui ont, pour des raisons personnelles, différents rêves, différentes affinités, différents savoir-faire. Donc, il n'y a pas une réponse. Il y a une multiplicité de réponses aux différentes demandes biologiques de la société qui passe à travers le filtre de sa propre personne. Donc moi, je ne suis pas capable de parler à la place des autres, mais j'ai une obsession depuis toujours que j'ai énormément de mal à réaliser, mais petit à petit, on est en train d'y arriver. C'est que je trouve qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui est totalement honteux. C'est que des gens n'aient pas de toit. Qu'on ne puisse pas mettre à l'abri de la pluie, du froid, de la chaleur sa famille, ce n'est pas normal. Donc, avant tout, ce qui empêche ça, c'est le coût. Je ne parle même pas de choix culturels, je ne parle même pas de choix qualitatifs. Et pourtant, c'est un autre sujet, parce que si on vend de la merde aux gens qui se dissouent au bout de quelques années, c'est comme si on les avait volés. Donc, moi, mon obsession, c'est que cette obsession est renforcée, d'ailleurs, par l'urgence. L'urgence, évidemment, à cause de la démographie, qu'on dit montante, maintenant qu'on dit descendante, mais ça change à peu près tous les 2 semaines. Mais n'importe comment, il faut des toits. Donc moi, j'ai une idée qui est très très bête, que d'autres ont fouillé avant moi, comme Jean Prouvé, par exemple, c'est d'utiliser l'industrie pour qu'une maison de grande qualité, qui peut être de grande qualité culturelle, créative, mais de grande qualité de longévité et de confort, coûte le prix d'une voiture. Quand vous voyez une automobile aujourd'hui, c'est extraordinaire ce qu'il y a. Il y a des sièges qui bougent, des fenêtres qui s'ouvrent et qui se ferment, il y a des toits qui s'ouvrent et qui se ferment, il y a l'air climatisé, il y a des ordinateurs extraordinaires. Tout ça pour, on va dire, une moyenne de 15 000 dollars. 15 000 dollars. On a tout ça aujourd'hui. Quand on voit aujourd'hui une maison de première nécessité, une maison, pour simplifier, on va prendre une maison individuelle, c'est plus simple. Eh bien, pour avoir une maison d'une qualité faible, d'une intention sentimentale complètement nulle, puisqu'elle n'est que vénale, eh bien, il faut compter au minimum 100 000 euros, 100 000 dollars. C'est-à-dire quasiment presque 10 fois plus. Ce n'est pas normal. Moi, il y a quelques années, je ne me rappelle plus quand il y a eu la grande crise, il y a une dizaine d'années, je crois, je ne me rappelle plus, c'était Obama, et j'ai entendu à la radio Obama dire qu'il allait donner, je ne me rappelle plus, 400 milliards, je crois, aux 3 majors automobiles, Ford, General Motors et ainsi de suite, pour pas qu'ils coulent. Je me suis dit, évidemment, je comprends, il y a les retraites, il y a des ouvriers, il faut que ça continue. Mais la bêtise, c'est qu'il fallait qu'il continue sa phrase. Je donne 400 milliards à General Motors, mais qu'il arrête de faire des voitures. On s'en fout des voitures. Et surtout des voitures américaines, plus personne n'en veut. Et donc, moi j'aurais continué en disant, écoutez, je vous donne l'argent, mais il faut que vous utilisiez les mêmes ingénieurs, les mêmes savoir-faire, l'extraordinaire science que vous avez développée, qui est une des meilleures du monde, les mêmes machines à emboutir, les mêmes, tout pareil, et vous allez me faire des maisons. Et que chaque marque va se battre maintenant pour faire la meilleure maison du monde. Ce n'est pas une réponse pour tout, mais c'est une réponse qui est réelle pour des gens qui aujourd'hui sont dans le besoin. Donc voilà, moi c'est mon obsession et j'aimerais le voir de mon vivant. Et sur la question du coût, si on la ramène ça À l'architecture et à la production de... Si on ramène ça à l'architecture et au logement, il faut bien voir quand même que les coûts ils sont liés au système politique de production dans le logement social. C'est-à-dire que les bailleurs sociaux, ils ont une véritable
priorité, donc c'est un gâteau pour eux absolument extraordinaire. Il n'y a pas de concurrence entre eux. Les entrepreneurs, ils veulent répéter la même chose et c'est de plus en plus cher. Ils ne sont pas contrôlés, leurs marges ne sont pas contrôlées, elles sont même protégées. Donc à partir de là, il n'y a pas de moyen de faire effectivement ce qui avait été fait avec Nemosus, parce qu'il y avait des règles expérimentales qui nous permettaient de passer à travers ça. Il n'est pas question de réussir à avoir des logements qui soient pas chers si les entreprises sont payées comme ça et les promoteurs aussi. Donc il faut, quand il y a un domaine comme celui-là, qu'il soit réglementé du point de vue du coût. Ça c'est vital. Ensuite, les grandes crises économiques, mon vieux... Mais tu as parfaitement raison. Quelqu'un me disait l'autre jour que Chazal, tu connais le type, le spécialiste des modules, il me disait que 82% du prix d'une construction, c'est la réparation des erreurs. C'est très mal construit en plus. C'est sidérant. Non, donc, mais en plus, ils se sont fait payer, soi-disant, parce que le coût global, il paierait donc le coût d'entretien pendant 10 ans. Ils ont pris le fric, mais ils l'ont jamais fait. Donc, bien sûr. Jamais. Non, mais c'est pour ça que Jean a totalement raison. On ne peut pas continuer à travailler avec ces gens-là. On ne peut pas continuer à travailler suivant ces lois-là. Il faut bypasser ces gens-là. Quand on voit, par exemple, Elon Musk, ce qu'il a fait avec l'automobile, comment il a bypassé tous ces fameuses majors et il a produit un produit complètement révolutionnaire en quelques petites années. C'est faisable. On peut tout remplacer. Et là, il y a urgence. Car je répète, il n'y a pas d'urgence pour avoir des belles voitures de chez Tesla, mais il y a des belles urgences pour avoir des belles maisons de chez Tesla. Et à ce moment-là, on peut avoir, suivant les régions, suivant ses nécessités, suivant ses moyens, mais là encore, dans la limite de tout ça, d'avoir les maisons qu'il faut. Et ça ne force pas à l'uniformité. Ce n'est pas une pauvreté mentale, c'est justement une nouvelle aventure stylistique, on peut le dire, basée malgré tout sur une forme d'extrême intelligence, d'extrême pragmatisme industriel qui est l'automobile et d'extrême honnêteté enfin. Parce que quand vous achetez une voiture, vous allez à un magasin. Aujourd'hui, chaque voiture a 100 versions différentes. Un petit moteur, un gros moteur, une boîte automatique, électrique, une couleur, le toit ouvrant, choses comme ça. Vous pouvez donc construire votre maison. Là, il y a un monsieur qui vous dit « Votre maison va coûter $22 000 et vous l'aurez dans 1 mois et 10 jours et on vous la livrera à 17 heures. » Eh ben, c'est vrai, une voiture, on l'a. Elle l'a comme ça. Et donc, on n'est pas en train de prendre des crédits qu'on ne pourra pas rembourser, on n'est pas en train de se ruiner, et surtout, on n'est pas en train de se faire voler. Car il faut bien comprendre quand même qu'après l'alimentation, la maison est la deuxième dépense de la vie des gens, et qu'en gros, ils travaillent au moins 70% de leur vie pour se payer cette maison avec des dettes qui sont doublées, triplées par des crédits extraordinaires. C'est des machines à voler, c'est des machines à mentir. Il y a quand même des bugs dans la société qui peuvent nous servir. C'est-à-dire qu'actuellement, pour des raisons écologiques d'abord et économiques ensuite, on est de plus en plus amené à reconvertir des bâtiments, à les réhabiliter, à les changer, mais à s'en servir à fond, à se servir de toute la matière de ça. Et là, les normes explosent. On peut faire du trop grand, du trop haut, bon. Et on peut considérer aussi que tout acte architectural, qui est un acte de création, est encore plus fort s'il est un acte de transformation. C'est-à-dire, on n'est pas brimé parce qu'il y a quelque chose en même temps qui est là. Et il y a beaucoup de bâtiments qui sont faits en plusieurs générations, etc. Bon, donc ça, maintenant, ça nous ouvre des portes qui sont de plus en plus grandes. Donc il faut se servir de tout ce qui est construit par rapport au droit acquis, par rapport à ce qui est là, et pour contourner ces grands dangers-là. Et tu as parfaitement raison, parce que la rénovation est là, donc on ne peut pas, l'existant est là, on ne peut pas le nier, on ne va pas le casser pour le casser. Par contre, on peut mixer ce que je viens de décrire avec les bâtiments anciens, avec des modules qui viennent comme des livres se poser dans des structures déjà existantes. Ale, você convidou o secretário de Habitação para essa palestra? Foi uma aula, né? É bom saber que na França também temos os mesmos problemas qu'aqui. Non, je leur disais, si le secrétaire, le ministre de l'Habitation était invité
Parce que ici, vous avez décrit exactement ce que se passe au Brésil, à São Paulo surtout. On a essayé, ici, bon, la question d'habitation, vous avez vu, vous avez connu notre ville, c'est une question très, très urgente, parce qu'il y a 1,5 milliard de déficit en habitation dans cette ville, qui est la ville la plus riche de l'Amérique latine. Donc c'est un paradoxe, c'est pas possible. Dans mon cabinet, on a fait quelques projets et une fois en allant au chantier, il y a un ouvrier qui m'a dit Madame, c'est la première fois que je vois l'État construire des maisons pour les pauvres sans qu'il ait une esthétique de pauvre. Et c'est ça pour moi, c'était, je crois que une phrase frappante, parce que c'est ça. On n'a pas besoin d'avoir cette esthétique. Paulo Mendes da Rocha disait, la notion d'une maison populaire, c'est une notion idiote, parce que vous pouvez pas faire une maison où l'eau populaire, elle est sale, l'électricité, elle marche pas, la fenêtre, elle n'ouvre pas. Donc la notion de maison populaire, pour nous, architectes, elle n'a aucun sens. Le problème, c'est vrai, et ça c'est une question que j'ai, je ne comprends pas comment la médecine a pu faire un vaccin en 8 mois, 10 mois, comment on fait des voitures électriques et pourquoi on construit comme si on était encore il y a 200 ans, avec des pierres, des choses que... Ça, je ne comprends pas. Pourquoi... Mais par contre, faites attention à ce que vous dites, dans la mesure où il serait fort dommage qu'on fasse des fausses maisons de riches pour les pauvres. Non. Parce que si on transforme le mot pauvreté avec le mot économie, et si on reprend quelques propos philosophiques pour mettre un E majuscule à l'économie, à ce moment-là, il y a un grand territoire esthétique qui n'a pas besoin de copier le riche, où la pauvreté devient une vertu et devient une vertu et son propre style. Et si on se met aussi dans la situation qui est tout à fait écologique de se servir de ce qui est là, si la pierre est là, et s'il s'en sert depuis toujours, il faut continuer à s'en servir, il faut continuer les carrières, il faut pas. C'est pas obsolète, la pierre n'est pas obsolète, hein, elle n'est pas obsolète du tout. Ce qui est obsolète, c'est de faire venir des tas de trucs de l'autre bout de la planète et de tripler le prix pour avoir une veine rouge et une veine rose en même temps. Bon, ça c'est un autre débat. Alex ? Bon, juste parce qu'on s'adresse aux étudiants, je crois que le message qui est derrière tout ça, c'est qu'il faut que les étudiants acceptent et surtout veuillent d'être des grands romantiques et surtout des révolutionnaires. Je crois que la grande mission de l'architecte, c'est de pousser les murs. C'est surtout en face de grands défis qui nous attendent. On doit réinventer complètement notre manière de vivre, puisque on voit où on a amené l'humanité en 100 ans. On sait tous collectivement qu'on a fait beaucoup d'erreurs et que donc ça veut dire qu'il faut tout réinventer. Et il y a 2 solutions devant nous. La première, c'est de laisser ceux qui ont la norme dans la main, les bureaucrates, continuer à développer leur dialectique absolument abominable, de dire « Ah, il faut que les maisons soient vertes, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, etc. » et continuer de s'enfermer dans un modèle dont on sait très bien qu'il va nous amener tous à la fin de l'humanité, ou avoir le courage, et c'est pour ça que vous êtes tous là, avoir le courage d'affronter cette norme, d'affronter toutes ces erreurs, et d'avoir l'esprit révolutionnaire et de dire, écoutez les gars, on vit une génération extraordinaire, tout doit être réinventé, alors allons-y, on ne va pas les écouter, on va se bagarrer. C'est ce qu'on a fait ici, contre tout le monde, ici au Matarazzo, puisque absolument tout le monde ici nous avait dit qu'on n'arriverait jamais, ni sur le plan constructif, ni sur le plan administratif, ni sur aucun plan à faire ce qu'on a réussi à faire, et on y est arrivé. Donc comme quoi, quand on se connecte avec l'univers, quand on y croit, quand on a une âme de révolutionnaire et qu'on est un peu romantique, on peut y arriver. Et je crois que c'est ce que tous les étudiants, j'espère qu'ils ont appris ça aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'ils aillent puiser cette force-là. Après, ils ont une technique qu'ils apprennent à l'école, mais l'essence, c'est d'être capable de tout réinventer aujourd'hui.
moi, je crois que ça, on a déjà un peu parlé des responsabilités des architectes quand ils font un projet, un nouveau projet. Et donc, vous avez parlé du lieu et vous avez parlé d'une stratégie. Donc, cette question, elle parle un peu de ça. Elle voulait savoir un peu plus comment articuler le lieu et la stratégie avec la technique. Oui, ça c'est le rôle sociétal de l'architecte dont je parlais, celui de déterminer la stratégie par rapport à une situation précise, par rapport à un lieu, par rapport à un client précis, par rapport à un lieu précis, par rapport à une géographie précise, par rapport à une situation particulière économique d'un lieu, par rapport à tout ça. C'est lui qui est là et qui doit à un moment avoir une vision qui intègre tous ces paramètres et qui est une vision aussi territoriale en général. Et pour ça, il faudrait arriver à changer aussi beaucoup de choses dans le domaine de l'urbanisme, c'est-à-dire à considérer que nos plans d'urbanisme ne sont pas des abstractions sur les terrains qui sont libres, mais c'est une sorte de vision sur le futur de la ville. Donc c'est ça qui doit être le plan de référence et pas uniquement des détails, je dirais, ou des éléments qui s'inventent au fur et à mesure comme ça, avec les terrains libres, des choses comme ça. C'est pas ça du tout. Donc il faut repartir à chaque fois de chaque lieu et de chaque situation, et c'est l'architecte aussi qui a comme rôle sociétal de défendre les personnes pour qui il construit, que ce soit ses clients ou que ce soit les personnes qui vont y vivre. Il n'y a personne pour ça maintenant, par rapport aux grands bureaux d'études, par rapport aux grands promoteurs, par rapport aux grands entrepreneurs. Ils sont seuls. Donc il faut absolument que l'architecture demeure pour en même temps jouer ce rôle de synthèse en relation aussi avec une culture et avec tous les personnages qui peuvent travailler dans un atelier d'élaboration. Donc ce sont des artistes, ce sont des paysagistes, ce sont des écologistes, ce sont toute une série de des poètes, ce sont des cinéastes. Tous ces gens-là, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux pour ce genre de choses qui vont se traduire par la durée. La pérennité, c'est une des données durables, c'est pas uniquement écologique au sens où on l'entend maintenant, c'est quelque chose qui dure effectivement et qui fait une valeur économique et d'économie par rapport à ça aussi, et de durée, je voulais dire. Donc si on n'a pas ça, je crois qu'il n'y a personne qui tient ce rôle-là. Donc ce rôle-là, c'est celui de l'architecte dans les structures qu'il accueillerait avec cette vocation, avec différentes spécialisations et hiérarchies automatiquement, mais c'est quand même ça. Et votre rôle, ce sera celui-là, normalement. Et vu le nombre de situations, ça peut aller. Oui. Não, acho que para nós professores, né, isso aqui já é um começo de uma aula muito bonita. Merci, c'est très, pour les professeurs, entendre ça, c'est très touchant. Pour Philippe Starck, il y a une demande sur les matériaux que vous choisissez pour faire vos objets, vos projets. Vous avez parlé de la chair des gens, mais pour constituer les objets que vous avez faits, par exemple ici, où la recherche, elle est passée par où, par exemple? Alors, toujours commencer par un petit peu plus haut de la chose, il faut quand même se rappeler qu'un jour, il y a très longtemps, je ne sais pas il y a combien de temps, je ne sais pas où, je ne sais pas à quoi on ressemblait, mais nous étions en train de manger de l'herbe tous ensemble dans un champ, très contents, avec nos autres amis qui mangeaient de l'herbe. Et à un moment, je ne sais pas quand et je ne sais pas lequel, a relevé la tête et il a dit « j'ai une idée ». Et ses amis lui ont demandé « mais qu'est-ce que c'est une idée ?» Et il a dit « je n'en ai aucune idée, mais je vais trouver ». Ce qu'a à peu près répondu Einstein quand il lui a posé la question. Et là, nous sommes devenus différents, puisque a commencé l'intelligence. L'intelligence, c'est-à-dire l'intelligence de l'intelligence. Autrement dit, nous sommes essentiellement des animaux d'intelligence. Donc moi, comme je ne suis pas croyant,
Je ne crois pas que Dieu a créé la pierre, la nature, le soleil, choses comme ça. Je crois, et je suis sûr même, que la définition la plus proche de l'explication de tout ce qui nous entoure s'appelle le résultat du hasard et de la nécessité. Moi, je crois seulement à l'intelligence humaine, car nous sommes des génies. Donc moi, je n'ai pas envie d'être moderne en utilisant des choses qui ne sont pas issues de notre intelligence. Donc j'évite d'employer des matières dites naturelles. Je recherche les matières de synthèse, celles qui sont faites par le génie humain. Elles sont extraordinaires. Aujourd'hui, si on faisait des listes précises, on trouverait beaucoup plus de matières dites nobles par leur qualité intrinsèque, synthétique, que de matières nobles naturelles. Évidemment, maintenant, on connaît un peu plus les qualités et les défauts, les potentiels négatifs et les potentiels positifs de ces matières de synthèse. Mais grâce à cette prise de conscience, il y a une deuxième vague, une nouvelle vague de matières de synthèse qui sont, on peut dire, vertueuses, des matières plastiques de synthèse faites par des bactéries, faites par des algues un petit peu inutiles à tout le monde, qui ne se mangent pas. Donc moi, je suis admiratif devant nous et je veux en permanence montrer notre extraordinaire intelligence qui crée de l'intelligence, qui crée de l'intelligence, qui crée de l'intelligence. Et ça me permet de laisser les vaches où elles sont et de laisser les arbres où ils sont. Très bien. Très bien. Alors, une dernière question pour Alex. On me demande ici, où est votre cœur maintenant, aujourd'hui, en ce moment-là, à avoir pensé à tout ça et en ce moment-là, devant Jean Nouvel et Philippe Starck, en voyant votre vision, votre imagination construite, qu'est-ce qu'on peut attendre pour le futur de Cidade Matarazzo et maintenant, quelle est votre sensation? Il y a une église là-haut, je peux faire une demande en mariage, mais non, je crois qu'il y a quelque chose d'important à comprendre. Pourquoi on a fait ce projet, hein, et pourquoi ces gens, Jean, Philippe, sont extrêmement importants. D'abord, c'est un projet, tout à l'heure je parlais de révolutionnaire et romantique, hein. C'est deux choses très importantes ensemble. C'est un projet qui est là pour aider les Brésiliens à prendre conscience de la valeur inestimable qu'ils ont dans les mains, qui est cette puissance verte, hein, et cette diversité humaine incroyable. Et parce que le Brésil a tout, et hélas, il ne peut pas le décider, c'est déjà décidé par l'univers, doit devenir la première superpuissance mondiale, puisque c'est le premier fournisseur d'eau, c'est le premier capturateur de carbone, c'est la plus grande, c'est un héritage millénaire, c'est la plus grande forêt du monde, et que donc il faut que les Brésiliens prennent conscience de ça, et prennent ça à bras-le-corps, et quelque part gagnent en orgueil pour montrer la voie, puisque la planète, quelque part, attend que ça se passe. Et ce projet du Matarazzo, c'est ça, c'est pour que ça se passe, et c'est en même temps un symbole, hein, puisque, en fait, le Matarazzo, c'est comme l'Amazonie. C'est un lieu pauvre, abandonné, dont personne ne veut. Et quand je suis venu ici, il y a 12 ans, c'était abandonné depuis 20 ans et personne n'en voulait. C'était là, dans le meilleur endroit de la ville. Et en fait, pourquoi personne n'en voulait? Exactement comme l'Amazonie, parce que la seule option avec l'Amazonie, c'est de la couper pour faire plus de soja, c'est de la couper pour aller chercher du minerai. Et là, le Matarazzo, c'était la même chose. C'était de le démolir pour faire plus de tours. Et en fait, c'est cette espèce de vision extractiviste qui est un héritage de 500 années de colonisation, alors qu'avant cette vision extractiviste, il y avait des millénaires de préservation
Il y avait un peuple qui vit encore ici et qui, je pense, la plus grande richesse de l'humanité, ce peuple indigène, qui nous apprend à vivre et à communiquer avec la nature. Et en fait, à montrer que le chemin de la préservation, c'est un chemin créateur de valeur. Et quand je dis créateur de valeur, c'est pas seulement de valeur humaine, parce qu'hélas, dans le monde capitalistique où on vit, la valeur humaine a peu d'importance, hélas, de valeur financière, puisque c'est le grand référent de notre planète, des banquiers et tout ça. Et en fait, avec le Matarazzo, on a montré qu'en préservant, qu'en recyclant des buildings dont plus personne ne voulait, avec une forme, en utilisant ce que Philippe explique, puisque c'est Philippe, c'est Jean, en utilisant ce qu'on a de plus beau, c'est notre cerveau, notre capacité, notre intelligence, eh bien on a réussi à créer une valeur dans un endroit qui ne valait plus rien, que personne ne voulait. On a créé aujourd'hui le lieu, j'ai pas peur de le dire, le plus qui a la plus grande valeur financière du Brésil. Et la même chose peut arriver avec l'Amazonie. On peut faire la même chose. Et donc c'était un peu le chemin, c'est l'histoire. Donc si vous me demandez où est-ce qu'on va, eh bien le fauteuil descend, mais nous on monte. Et je pense que l'idée, c'est l'histoire, c'est de continuer cette histoire pour amener à cette conscience, pour que demain le monde entier prenne conscience du fait que le Brésil a pris conscience qu'il avait dans les mains l'avenir de l'humanité, qui est cette forêt qu'il va falloir apprendre à préserver et à gagner de l'argent en la préservant. Voilà. Très bien. Bravo. Bon, je voulais vous remercier par cette classe merveilleuse. Je pense que nos étudiants et les gens qui sont ici, tout le monde a été touché par vos idées, vos imaginations et votre générosité vis-à-vis ce projet, vis-à-vis à nous et vis-à-vis notre ville. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Obrigada, gente.